La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran pourrait bien dégénérer en quelque chose de bien plus vaste. Donald Trump ne rejette pas l'idée d'envoyer des troupes américaines, Israël frappe le pétrole iranien, le Hezbollah menace le Nord, les Houthis observent la situation. La question n'est plus de savoir s'il y a une guerre, c'est celle-ci. Est-ce que toute la région est sur le point d'exploser? Le président Trump n'exclut pas l'envoi de troupes au sol. Regardez ceci. Dans quelle situation avez-vous déployé des troupes au sol? Comment l'envisagez-vous? Je ne veux même pas en parler. Maintenant, je veux dire, je ne pense pas que ce soit une question appropriée. Vous savez, je ne vais pas y répondre. Est-ce que c'est possible? Possiblement pour une très bonne raison. Il faudrait vraiment une très bonne raison. Si nous faisions cela, ils seraient tellement décimés qu'ils ne pourraient plus se battre sur le terrain. Mais je ne retirerai certainement jamais les options militaires au nom du président des États-Unis ou du commandant en chef. Et il est assez sage pour ne pas le faire non plus pour lui-même. Je sais que de nombreux dirigeants ont déjà supprimé des options sans bien comprendre l'évolution possible des choses. Cela ne fait pas partie du plan actuel, mais je ne vais pas retirer une option au président. Bienvenue à tous, de retour dans le Quad. Et nous sommes toujours en mode guerre ici, donc nous faisons ça à distance et je suis ici dans le studio à Jérusalem. Mes merveilleuses co-animatrices, comme toujours, Emily Schrader, militante des droits humains et journaliste, Shoshana Kitts-Jaskill, cofondatrice de Koshmat Nashim, élever la voix des femmes orthodoxes, et Rowan Osman, qui est une experte du Moyen-Orient et militante syro-libanaise, actuellement en Israël. D'accord, mesdames, les choses s'accélèrent. Voilà, la façon dont je vois cela, et les gens deviennent un peu fous à ce sujet, c'est que il faudrait vraiment être stupide pour être le dirigeant d'une superpuissance et exclure l'envoi de troupes au sol. Parce que dans ce cas, vous retirez essentiellement le pouvoir de dissuasion que vous essayez d'imposer à votre ennemi en pleine guerre. Caroline Levitt l'a également réaffirmé et les gens semblent choqués. Mais ne serait-il pas plus choquant si Donald Trump adoptait en quelque sorte la tactique européenne du genre « Oh, nous ne faisons pas ceci, nous ne faisons pas cela et nous ne faisons pas ceci ». Et alors, où cela nous laisserait-il, n'est-ce pas, Émilie? C'est un autre exemple des différences de stratégie que nous voyons. Je veux dire, tu l'as parfaitement bien dit quand tu as comparé cela à ce que nous voyons ou à ce que nous avons vu de la part des dirigeants européens. C'est juste que Trump aborde cela et sait comment les forcer d'une manière que je trouve beaucoup plus appropriée. Donc, ce n'est pas du tout surprenant. Et clairement, tu ne veux pas révéler tes cartes à ton ennemi. Je veux dire, ça devrait être évident. Je ne comprends pas pourquoi c'est surprenant. Trump dit beaucoup de choses. On ne sait pas pourquoi il dit tout ce qu'il dit, mais je sais que beaucoup de ces choses ne se sont pas produites. Donc, il faudra voir. Il faudra voir ce qui en ressortira. Je pense aussi que cela fait partie de cette guerre psychologique, n'est-ce pas, Shoshana? Absolument. Je veux dire, si tu ne sais pas à quel point ton voisin est fou, tu ne vas pas laisser ton ballon passer de son côté de la clôture. Tu ne vas pas empiéter sur lui. C'est justement ça le but. On appelle ça la dissuasion, non? Et il a essayé pendant longtemps de régler ça avec l'Iran sans entrer réellement dans les hostilités. Il a tout préparé et leur a laissé beaucoup de temps. Il serait absurde qu'ils disent « Ma ligne rouge, c'est des soldats au sol », car ils attendraient juste qu'ils cèdent. Je sais. Et pendant que nous parlons, bien sûr, Israël frappe et les États-Unis frappent des infrastructures majeures. Hier, Israël a frappé les raffineries de pétrole. Et bien sûr, il y a beaucoup de discussions sur ce qui va arriver aux Kurdes. Est-ce qu'ils vont être les forces terrestres? Rowan, tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine. Tu échanges avec les Kurdes en Syrie depuis un moment. Dis-nous ce que tu penses du fait que les forces kurdes soient les troupes au sol dont tout le monde parle. Il y a 3 semaines, j'étais à Erbil en Irak et j'ai été surprise d'entendre les Kurdes qui étaient bouleversés de voir ce qui arrivait à leur famille en Syrie. Néanmoins, ils se préparaient à s'engager contre les forces iraniennes, contre les agents des services de renseignement iraniens en Irak. Et ils m'ont dit qu'ils pensent que c'est le moment où ils pourraient jouer un rôle déterminant pour affaiblir le régime iranien. Et ils étaient catégoriques et certains que les États-Unis allaient intervenir. Et ils se préparaient non seulement en Irak, mais aussi en Syrie et en Iran. Oui,
Eh bien, vous savez, nous avons vu les Kurdes prendre leurs responsabilités. Nous avons vu cela se produire en Syrie. Nous l'avons vu se produire partout. Mais, Émilie, je sais que tu es un peu inquiète que cela crée une sorte de fragmentation au sein de l'Iran. Est-ce que c'est une préoccupation ou avons-nous besoin que tout soit arrêté tout de suite? Toute invasion par une entité étrangère ne sera pas bien accueillie par les Iraniens. Même la majorité des Kurdes iraniens ne veulent pas de cela. Ce serait catastrophique pour les relations entre Israël et le peuple iranien. Je veux dire, ce serait une trahison totale. L'intégrité territoriale est pour eux non négociable. Ce serait extrêmement, extrêmement, extrêmement problématique. Mais ce qu'il est important de comprendre dans toute cette conversation sur les Kurdes, c'est que tout le monde leur a tout refusé. Après l'apparition de cela, même les Kurdes l'ont nié, la Maison-Blanche aussi. Trump a affirmé ne pas soutenir cela et leur a dit de ne pas agir ainsi. Cela introduit beaucoup d'intérêts sectaires qui, à mon avis, ne devraient pas faire partie du débat. Si les Kurdes iraniens, dont beaucoup sont effectivement armés, veulent se battre contre le régime, alors bien sûr, ils devraient le faire. Ils devraient former une coalition avec les Baloutches, les Azéris et tous les autres groupes d'Iraniens, toutes les autres communautés du pays qui existent. Certains d'entre eux travaillent déjà à se mobiliser de cette manière. Mais présenter cela comme une question spécifiquement kurde, ça ne passera jamais auprès des Iraniens. Jamais. Il y aura beaucoup de résistance d'une manière qui finira par révéler le fait que les États-Unis et Israël, Oui. même si nous ne sommes pas impliqués. Que ce soit pour blâmer en masse, ça n'a pas d'importance si nous sommes impliqués ou non. L'autre chose intéressante quand on parle de qui sera sur le terrain, c'est peut-être une déclaration surprenante, peut-être décevante de Donald Trump concernant la future direction de l'Iran. Regardez ceci. La plupart des personnes que nous pensions sont mortes. Donc, vous savez, nous avions certaines personnes en tête dans ce groupe qui sont mortes. Et maintenant, nous avons un autre groupe. Ils sont peut-être morts aussi, d'après les rapports. Donc, je suppose qu'une troisième vague arrive. Reza Pahlavi, est-ce qu'il est une option pour vous? Je suppose que oui. Certaines personnes l'aiment bien et nous n'avons pas trop réfléchi à cela. Il me semblerait que quelqu'un de l'intérieur serait peut-être plus approprié. Je l'ai déjà dit, il a l'air d'être une très bonne personne. Mais il me semblerait que quelqu'un qui est déjà là, qui est actuellement populaire, s'il y a une telle personne, mais nous avons des gens comme ça, nous avons des gens qui étaient plus modérés. Vous savez, c'était des fous radicaux. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça avec toute l'histoire du Venezuela, non? Donc, vous avez Maria Machado qui a remporté le prix Nobel de la paix et qui est proche de Trump. Elle était largement vue comme la principale dirigeante de l'opposition vénézuélienne. Trump dit ensuite qu'elle n'a pas de soutien ni de partisans. Peut-être a-t-il raison ou c'est-il quelque chose que nous ignorons? J'ai des amis au Venezuela qui me disent qu'en fait, Trump a raison. Et maintenant, il semble qu'il n'embrasse pas la dirigeante que le peuple iranien de la diaspora, et apparemment aussi sur place, souhaite, qui est Reza Pahlavi, qui a lui-même dit très modestement qu'il ne sera qu'un dirigeant de transition. Il est seulement là pour aider à la transition, puis les gens pourront élire eux-mêmes leurs dirigeants. Trump est-il injuste ici? Pensez-vous qu'il y a quelqu'un d'autre en place? Pensez-vous qu'il veut que le nouveau guide suprême soit sa marionnette? Je suis très confuse quant à la façon dont les Américains envisagent le lendemain en Iran. Rowan, as-tu des éclaircissements à nous apporter à ce sujet? Je n'en ai absolument aucune idée. Personne ne sait ce que Trump pense, ni sur quel type de renseignements il base ses déclarations. Cependant, je comprends que s'il soutient Pahlavi, nous verrons plus de résistance, voire une résistance mondiale, car j'ai rencontré des Iraniens partout dans le monde qui adorent Pahlavi. Et bien sûr, il est un leader potentiel, mais beaucoup de gens s'opposent à lui. Même notre amie, la brillante activiste Masih Alinejad, n'apprécie pas Pahlavi parce qu'il y a ceux qui se souviennent de l'histoire de son père en Iran. Que va-t-il se passer ensuite? Je ne sais pas, mais ce ne sera certainement pas Amina Issam. Eh bien, espérons que nous, Masih Alinejad l'a félicité il y a seulement quelques jours. Elle a changé d'avis à son sujet à plusieurs reprises. Elle a aussi été en coalition avec lui avant que cela ne se dissolve sous la liberté féminine. Il y a donc une longue histoire de va-et-vient entre eux. Aussi Hamid Ismaili, et oui.
Non, je pense que beaucoup de gens, écoutez, une monarchie n'est pas ce à quoi ils veulent revenir. Mais je pense que beaucoup de gens reconnaissent que si c'est le seul leader capable d'unifier à ce moment très crucial, alors c'est le leader qu'ils doivent soutenir. J'ai eu beaucoup de conversations avec des Iraniens qui ne sont pas non plus des fans. Ils ne sont pas fans de l'entourage de Pahlavi. Mais à la fin de la journée, je lui ai dit, écoute, c'est le moment, comme avec Israël avant 1948, il y avait beaucoup de divisions dans le mouvement de leadership sioniste. Mais à la fin, ils ont dû se rallier derrière un seul leader pour que cela se réalise. C'est ce que je ne cesse de leur dire. C'est un point important. J'ai l'impression d'être ici en Israël à gérer ce que je peux tout en étant constamment en ligne. Et la désinformation ou les différentes informations. Je veux dire, pour moi, regarder ces vidéos de Tel Aviv en cendres, c'est comme Pompéi en 2026 ou comme si les rats fuyaient. Je me dis de prendre du recul car parfois j'ai juste envie de répondre. Je me demande pourquoi je cède à ça. Et tu réalises que ça fait partie de la campagne du chaos, n'est-ce pas? Ils veulent t'inonder de mensonges. Ils se moquent que tu y croises ou non, mais savent l'effet psychologique sur ton cerveau. Tu te fermes et ne fais confiance à personne. Et alors, tu crois quelqu'un qui est calme, qui a l'air sensé. J'ai l'impression qu'on devrait tous prendre un peu de recul un instant. Ce qu'on entend, ce qu'on voit depuis notre position, je ne veux même pas avancer de pourcentage, mais c'est peut-être 50% exact. Et donc, parfois, je me dis que les gens chez eux veulent savoir, eh bien, qu'est-ce que je peux faire, non? Qu'est-ce que je peux faire? Prends soin de ta famille, de ton entourage, de tes proches. Assure-toi qu'ils vont bien et fais simplement ce que tu peux pour soutenir ces voix qui viennent d'Iran, tu sais, des personnes que tu connais depuis longtemps, pas ces nouveaux bots qui sont apparus de nulle part parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation. Tu peux voir des messages identiques, littéralement identiques. Tel Aviv brûle. Ils ne veulent pas que tu le vois. Et ils ont une vidéo, je ne sais pas, d'Afghanistan qui date d'il y a 5 ans. Je veux dire, c'est ridicule. Et avec toute cette désinformation, il y a tout un nouvel ensemble de fausses informations disant que nous attaquons le Liban simplement parce qu'apparemment, on en avait envie, pas parce que le Hezbollah a commencé à nous attaquer. Et honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu Michael Oren, l'ambassadeur Michael Oren, lors d'une interview sur CNN, où il les a essentiellement interpellés en disant « Vous venez de faire tout un reportage sur Israël attaquant le Liban et vous n'avez pas mentionné, vous n'avez pas remis cela dans le contexte qu'il nous attaquait. Maintenant, nous avons notre propre experte ici avec nous. Rowan, tu es syro-libanaise, tu as de la famille à Beyrouth. Que te disent-ils? Et est-ce qu'ils rejettent enfin le Hezbollah? Que se passe-t-il là-bas? » Beaucoup de gens s'opposent à ce que fait le Hezbollah. Même ceux qui croient aux objectifs et à l'idéologie du Hezbollah, ceux qui détestent l'Israël, se demandent quel est votre jeu stratégique. Vous avez évidemment montré au monde que vous êtes incapable de vaincre Israël, et cela doit être l'euphémisme du siècle. Ils sont une blague. Donc, on les a exhortés depuis le 8 octobre 2023 à s'abstenir de provoquer Israël. Et pendant 11 mois, à cause de la naïveté occidentale européenne, on a prôné la retenue en pensant que la diplomatie allait changer les cœurs et les esprits des dirigeants des actes de résistance. Cela a permis au Hezbollah de continuer à envoyer des roquettes sur Israël, ce qui a entraîné une guerre dévastatrice sur un Liban déjà affaibli et souffrant. Ils se sont arrêtés après le cessez-le-feu. Maintenant, le monde suppliait le Hezbollah de rester en dehors de cette guerre. Vous n'êtes pas capable d'aider l'Iran et Ali Khamenei est parti en fumée. Vous ne pouvez pas influencer cette guerre. Et pourtant, des millions de Libanais sont déplacés. Tsahal a ordonné l'évacuation de l'ensemble du sud du Liban. Alors, les Libanais, même ceux qui sont chiites, qui soutenaient autrefois le Hezbollah, se demandent quel est votre plan? Parce que Khamenei a répété à plusieurs reprises après le 7 octobre que peu importe les conséquences au Liban, il remplacerait, il reconstruirait, etc. Nous n'avons rien vu de tout cela se produire, rien du tout. Donc les gens sont très en colère et déçus. Eh bien, le Hezbollah a reçu 1 milliard de dollars l'année dernière de la part de la République islamique, qui n'est peut-être plus en mesure d'envoyer plus d'argent maintenant. Mais encore une question, Ron.
et Yosephon, est-ce que quelqu'un croit vraiment qu'il est sérieux quand il annonce qu'il va criminaliser le Hezbollah et qu'il va reprendre le contrôle de son pays? Pensez-vous vraiment qu'il soit sérieux et capable de le faire? Les gens se posent la question. Ils sont sceptiques. Cependant, ils savent qu'il faut éviter une confrontation au Liban. Le Hezbollah, ce sont des idéologues cruels, différents du Hamas. S'ils avaient envahi le Nord, Dieu nous en préserve, ils ne se seraient jamais arrêtés pour voler ou violer. Ils sont vraiment investis dans leur vision, dans leur projet apocalyptique. Donc, ils essaient d'éviter une confrontation, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas assez forts. Même l'armée libanaise n'est pas assez forte. Le chef de l'armée libanaise, récemment aux États-Unis, quel moment embarrassant, a dit au sénateur Lindsey Graham que le Hezbollah n'est pas considéré comme une organisation terroriste au Liban. Oh mon Dieu! Ce qui a immédiatement mis fin à la réunion. Les gens sont sceptiques, ils ressentent du scepticisme, même au Liban. Cependant, ils croient qu'il a vraiment l'intention de désarmer Hezbollah. En est-il capable? C'est la grande question. En même temps, il voit au moins des dizaines de milliers de Libanais dormir dans la rue. Et le gouvernement libanais n'est pas en mesure, n'est pas capable de les aider. Des mesures sérieuses ont été introduites, des mesures historiques qui ont eu lieu au cours des 2 dernières semaines au Liban. Nous en parlerons davantage. Jamais, à un point de contrôle libanais, des membres du Hezbollah n'ont été arrêtés. Mais l'armée peut-elle les forcer à se désarmer? Cela ne peut arriver qu'avec l'aide des Américains et les Libanais y sont ouverts. Mais lorsque le chef de votre armée refuse d'admettre qu'il s'agit d'une organisation terroriste, alors les intentions, les motivations et les capacités sont remises en question. Absolument. Mais la vraie question est, si l'Iran, si la République islamique est sur le point de disparaître, Émilie, le Hezbollah reste-t-il une menace stratégique pour Israël? Eh bien, sûrement pas de la même façon. Vous supprimez le sponsor non seulement du Hezbollah, mais aussi de la plupart de ces groupes terroristes au Moyen-Orient. Oui, ce serait un bouleversement majeur dans la région, mais ils existeraient encore un certain temps. Et je pense qu'ensuite, il faudrait se demander qui sera le prochain à parrainer ces organisations terroristes, parce qu'on sait que quelqu'un d'autre finira par apparaître. Un autre groupe finira par émerger tôt ou tard. Mais en ce qui concerne spécifiquement le Hezbollah, je veux dire, c'est difficile à dire. Au départ, ils ont encore beaucoup de pouvoir, ils ont beaucoup d'armes. Exactement. Ce sera à gérer comme un prochain défi, mais crois-moi, je serais ravie de l'avoir. Exactement. Sans la République islamique, c'est un défi, mais je pense que nous pourrions le relever. C'est aussi, d'une certaine façon, une opportunité pour Israël. Tu sais, dès qu'ils ont commencé à tirer, ça nous a donné l'occasion de terminer le travail que nous n'avions pas bien fini l'année dernière parce que nous étions occupés à nous battre sur tant de fronts. Personnellement, j'ai des problèmes. Je ne comprends pas. Je suis juste en train de... Je suppose que je dois simplement l'admettre à voix haute. Je ne comprends pas la motivation du Hezbollah en voyant ce qui arrive au régime iranien. Quoi, je sais, le djihad, d'accord. Quelqu'un d'autre doit tirer les ficelles. Si ton papa, ton protecteur, est en train de tomber ici, qu'est-ce qui te fait croire que ça ne va pas t'arriver à toi aussi? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière même le régime iranien. J'ai l'impression que peut-être Laura Trina tire les ficelles. Ils n'avaient pas le choix. Peut-être que les Iraniens ou la République islamique disent « On vous a donné 30 milliards de dollars en 20 ou 30 ans. Il est temps, tu sais, il est temps de passer à la caisse. C'est exactement pour ça qu'on vous a financé. Je veux dire, je pense qu'ils étaient entre l'Irak et l'enclume. Mais maintenant, ils ont vraiment redoublé d'efforts. C'est ça qui me fait peur. Au début, c'était presque comme des roquettes symboliques, juste pour montrer qu'on fait le boulot du papa. Et maintenant, ils semblent vraiment redoubler d'efforts. Rowan, pensais-tu que ça arriverait ou tu trouvais cela évident? Bien sûr que ça allait arriver. C'est ce qu'un esprit occidental ne comprend pas. Ils sont prêts à mourir pour ce en quoi ils croient. Ils préfèrent mourir de façon honorable, la dignité debout, et ils ne se rendront jamais, jamais. Qui, sur cette terre, à part les Occidentaux, croyaient qu'ils allaient volontairement rendre leurs armes aux forces libanaises? Jamais de la vie. Ils préféreraient tous mourir jusqu'au dernier avec leurs enfants
et ils ne se rendraient jamais. Oui, eh bien, nous avons le même problème avec le Hamas à Gaza, qui a jamais cru qu'ils allaient simplement remettre volontairement leurs armes. Ils préfèrent mourir en martyrs. Ils préfèrent mourir en combattant. Et je pense que c'est probablement ça, tu as mis le doigt dessus. Les gens en Occident ne comprennent pas vraiment à quoi tu fais face. Tu fais face à une secte apocalyptique de la mort qui préfère couler avec le navire et que le navire coule. Et je suppose que c'est ça notre peur. N'est-ce pas ça notre peur pour l'Iran, Émilie? Tu sais, on continue d'attaquer l'infrastructure militaire. On va continuer d'attaquer. On va continuer de démanteler ce qu'on peut. Mais regarde, ils entraîneront des gens avec eux. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Eh bien, je veux dire, bien sûr, c'est comme un animal blessé, un animal sauvage blessé. Il va se défendre avec tout ce qu'il a. Nous savons déjà, je lisais hier soir, qu'ils ont planifié des attaques terroristes contre des Israéliens à l'étranger. Ils sont vraiment, vraiment avides de n'importe quelle forme de victoire. Par le passé, lorsqu'ils faisaient face à une forte pression internationale ou à celle d'attaquer les États-Unis dans une telle situation, ce qu'ils considèrent comme ayant eu lieu après l'assassinat de Soleimani, c'est à ce moment-là qu'ils ont abattu le vol PS-752, l'avion de ligne rempli de leurs propres civils et absolument aucun citoyen américain. Ils ont fait cela afin d'accuser les États-Unis, c'était donc leur intention. Et ensuite, en fait, comme il y avait des preuves et que d'autres personnes l'ont découvert, ils ont finalement dû avouer que c'était bien eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont prêts à tout, y compris à organiser de fausses attaques sous faux drapeaux pour rester au pouvoir. Nous savons qu'ils ont prévu plusieurs scénarios, ce qui est un énorme problème. Nous savons que le nouveau guide suprême, Mojtaba, est nettement pire et plus cruel que son père. Il a participé à la répression du mouvement de protestation en 2009, qui a également été une répression très brutale, et il est tout aussi, voire même plus, radical que son père ne l'était. Donc, la situation ne s'annonce pas bonne en ce qui concerne la direction du pays. Mais il y a aussi Larajani qui, en coulisses, tire les ficelles avec les gardiens de la révolution. Donc, tout cela doit être réglé pour que cela puisse réellement réussir. Vous savez, j'ai été tellement encouragée par la première semaine, par tout ce que nous avons réussi à accomplir en une semaine. Avons-nous eu un faux sentiment de sécurité en pensant que cela prendrait seulement quelques semaines? Shoshana, qu'en dis-tu? Il y a beaucoup de monde chez moi. Shoshana, si tu n'avais pas 20 personnes qui vivent chez toi et dans ton abri, what would you say? Je pense, écoute, honnêtement, on analyse autant qu'on peut. Et c'est incroyable ce que les Israéliens, bien sûr, ce que l'armée israélienne et les Américains ont accompli ensemble, la coordination, la capacité absolue de faire ce qu'ils ont fait. C'est fou. Parce qu'à la fin de la journée, aussi effrayant que ce soit, même si on va dans l'abri anti-bombe, on va bien. Globalement, il y a des gens qui sont morts. Et quelqu'un d'autre, malheureusement, vient d'être tué. Mais j'ai l'impression qu'avec ce qui se passe, avec toute cette puissance de feu, ils font un travail incroyable. Et oui, je pensais que ce serait fini bientôt. Et maintenant, je me dis que ce ne sera probablement pas pour tout de suite. Je veux dire, quand tu entends Trump et Esquer parler, tu te dis honnêtement qu'on a détruit toute leur marine. Leur force aérienne est inexistante. Bien sûr, ils ont beaucoup de capacités en matière de drones, mais plus intéressant ou tragique, c'est qu'ils frappent vraiment partout où ils le peuvent. Et tu te dis, d'accord, peut-être que la raison initiale derrière tout ça, c'est de pousser les Saoudiens, les Émirats arabes unis, tous les autres, le Koweït et le Qatar. Essayons de les pousser à convaincre Trump d'arrêter la guerre. Et maintenant, est-ce que cela a l'effet inverse? Ou est-ce simplement notre façon de penser un peu utopique qui a l'effet inverse, parce qu'ils semblent vraiment tenir bon, les pays du Golfe, bien plus que je ne l'aurais jamais imaginé, Émilie. Qu'en penses-tu? Je pense qu'ils ont vraiment surestimé leur pouvoir en bombardant littéralement tous les pays qu'ils peuvent atteindre autour d'eux. Ils ont bombardé 12 pays maintenant rien que la semaine dernière. C'est complètement fou. C'est dingue. Et je suis contente de voir que beaucoup de ces pays ont pris une position très ferme contre la République islamique sans se contenter de dire «Oh, c'est la faute d'Israël, c'est Israël qui a fait ça». Bien sûr, les États-Unis sont en partie à remercier pour cette réaction, je pense, mais l'idée qu'ils aient tiré plus de missiles balistiques et de drones suicides sur les Émirats arabes unis que sur Israël,
Je veux dire, ils réagissent violemment. On dirait que ce régime est en train de perdre le contrôle. Et ma partie préférée, c'est la façon dont le président du régime, Nassoul Pezeshkian, a présenté ses excuses à ces pays dimanche dernier. Oui, il leur a présenté ses excuses et a dit « Nous allons arrêter d'attaquer ces pays ». Et quelques heures plus tard, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont de nouveau été attaqués. Donc, ils ont continué. Je pense que les gardiens de la révolution ne sont actuellement liés à aucun organe politique. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, donc c'est positif. C'est ce à quoi on peut s'attendre à ce stade si on est sur la bonne voie, mais on verra ce qui se passe. Rohan, tu penses qu'Émilie a raison? Je crois vraiment exactement comme Émilie. Ils ont surestimé leur pouvoir. Même le Qatar parle et semble en colère. Ou est-ce qu'on ne voit vraiment pas toute la situation? Comment tes amis du Golfe te parlent-ils actuellement? Parce que j'ai eu quelques conversations et la plupart d'entre eux sont vraiment, vraiment très fermes, résilients. Difficile à croire que nous luttons contre le même ennemi, merci aux accords d'Abraham. J'entends aussi d'autres voix dire qu'ils finiront par nous blâmer. Et ils ont perdu tous leurs amis, sauf ceux en Occident qui pleurent la mort de Khamenei, ceux qui ne sont jamais venus dans notre région. Ils ont perdu tous leurs amis. Ils sont littéralement en train de mourir et essaient d'infliger autant de douleurs et de dégâts que possible dans la région pour jouer les victimes, parce que beaucoup en Occident les croient malheureusement. Mais prenons du recul et regardons ce qui se passe vraiment ici. Vous n'êtes pas obligé d'aimer BBN Trump. Et ces dirigeants ne sont pas censés devenir vos maris. Ce ne sont pas vos meilleurs amis, ce sont des dirigeants. Et dans ces moments-là, dans de tels moments, vous savez qui est un vrai leader et qui ne l'est pas. Cela n'aurait jamais été accompli. Cette décimation ou quasi-décimation de l'accès à la résistance n'aurait jamais été accomplie si de nombreux, très nombreux événements n'avaient pas eu lieu au cours de la dernière décennie, y compris les accords d'Abraham. Ce qui nous aide aujourd'hui à comprendre qui est notre allié et qui est notre ennemi. La façon dont tout le monde s'est uni pour lutter contre cette bête folle en Iran est sans précédent. Et cela donne le ton et la direction pour le futur Moyen-Orient. Je suis très optimiste, même si cela va prendre du temps. Mais nous assistons à la fin de l'axe du mal. Oh mon Dieu, Rowan, j'espère honnêtement que Dieu t'entende, je le crois vraiment. C'est ce que mes amis dans le Golfe me disent. Mais j'espère que c'est vraiment le début de la fin et le début d'une nouvelle région parce que c'est vraiment tout ce que nous avons toujours voulu. D'accord? Et sur cette note positive, nous passons à notre rubrique très populaire où chaque semaine de plus en plus de crapules apparaissent. On n'arrive vraiment pas à passer à travers tous ces gens, surtout en ce moment, parce qu'en temps de guerre, c'est là qu'on voit qui sont les héros et qui sont les crapules. Alors, crapule de la semaine. Shoshana, commençons par toi. Qui est ta crapule cette semaine? Tu sais, hier, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Et ma crapule, c'est une femme qui nie le viol et la souffrance d'autres femmes, des femmes israéliennes. Brianna Joy Gray a tweeté au moins 2 fois cette semaine, disant une fois, contrairement à l'histoire inventée de viol de masse, les 160 enfants des États-Unis d'Israël assassinés. Je comprends son intention. Les enfants tués lors d'une frappe double sont bien réels. Elle a aussi retweeté quelqu'un affirmant qu'aucune allégation nominative de viol d'Israéliens par des Palestiniens le 7 octobre n'existait. Aucune allégation, encore moins de preuves. Et cette femme, c'est elle qui a levé les yeux au ciel quand la sœur d'un otage parlait lors de l'intervention. Sa sœur. Merci. Il faut vraiment être une personne malveillante pour continuer à nier les viols et agressions sexuelles, surtout après que les victimes soient sorties de captivité et en aient parlé. De nombreuses personnes, hommes et femmes, ont parlé des viols qu'elles ont subis en captivité, sans même parler du 7 octobre. Et je dois juste dire, Brianna, tu es vraiment une ordure. Il y a beaucoup de mots que j'aimerais utiliser pour te qualifier, mais je ne les dirai pas à voix haute. Mais vraiment, il faut être une femme malveillante pour nier les agressions sexuelles et les viols, peu importe à quel point tu veux détester un pays. Tellement vrai.
Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes comme elle. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a été renvoyée de son travail après avoir levé les yeux au ciel. Je ne sais pas où elle a atterri depuis. Elle pourrait être agacée de ne pas avoir de travail. Mais c'est une femme vraiment mauvaise, du même groupe de femmes qui disent toujours croire les femmes, mais qui ne croient pas les femmes israéliennes. Et elle ne croit pas non plus les femmes iraniennes qui sont torturées et violées avant d'être tuées par les gardiens de la Révolution. Bref, quelle ordure! Je suis contente que tu en aies parlé. C'est le mois international des femmes et la journée internationale des femmes était hier. Et nous prions pour qu'en ce mois international des femmes, nous assistions à la libération des femmes d'Iran qui vivent sous un véritable holocauste féminin. Honnêtement, il n'y a pas d'autre façon de le voir. Émilie, qui est ton retour cette semaine? Eh bien, je suppose que nous avons un thème aujourd'hui parce que j'ai aussi une négationniste du viol et l'épouse de Mamdani, Rama Douadji. Donc, cette femme qui est, je crois, d'origine syrienne, on a découvert cette semaine qu'elle a aimé, elle a été très active sur les réseaux sociaux. Elle a aimé de nombreux posts glorifiant le 7 octobre. Elle a aimé une publication qui qualifiait ce qui s'est passé le 7 octobre de canular de viol de masse. Bien joué! Elle a aussi aimé plusieurs photos et vidéos du Hamas en train de commettre les massacres du 7 octobre. Mamdani a répondu « Ce sont les opinions de ma femme, pas les miennes. Elle n'est pas une personnalité publique, juste une citoyenne privée. Mais vous savez, cela ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, c'est une preuve de plus qui montre exactement où se situent vraiment les Mamdani sur ces questions. Ce n'est pas une opinion courante ou normale. C'est un extrémiste marginal qui s'entoure de personnes encore plus extrémistes qui n'ont pas à cœur les intérêts des Américains et certainement pas ceux des New-Yorkais comme priorité. Je ne pense pas que quelqu'un doive faire confiance à cette personne. New York va souffrir et ce n'est que le début. Oui, en attendant, il n'est même pas capable de ramasser les ordures ou de déneiger les rues, mais il a beaucoup d'opinions sur la géopolitique. Et puis, cette excuse, « Oh, c'est ma femme, pas moi ». Si Melania avait dit quoi que ce soit, même la chose la plus anodine au monde, personne n'aurait dit « Oh, c'est sa femme, pas lui ». L'hypocrisie aussi des médias. Lui donner un passe-droit pour être une sympathisante des terroristes, c'est écœurant. C'est vraiment une ordure. Merci, Émilie. D'accord, Rowan, j'ai hâte d'entendre la tienne. Qui est ton retour cette semaine? Je n'aime pas annoncer le retour de quelqu'un, mais cette fois, je le fais volontiers. Naïm Carson, nouveau secrétaire général du Hezbollah. Je veux dire, au moins Hassan Nasrallah avait du charisme. Il avait une certaine aura. Ce type est inutile, il n'a aucune colonne vertébrale, c'est un perroquet et il est tellement égoïste. Dans son dernier discours au peuple libanais, il a dit qu'il poursuivrait leur assaut contre Israël jusqu'à la mort. Tu peux mourir tout seul. Il se suicide clairement, il a condamné chaque membre du Hezbollah au suicide, mais je préférerais qu'il le fasse seul. Et il insiste sur le fait qu'il pourrait suivre les instructions des Iraniens parce que, comme tu l'as dit, Fleur, ils leur doivent beaucoup d'argent, etc. Mais je me fiche de la quantité d'égoïsme qu'il faut avoir pour regarder 1 million de personnes pieds nus dormir dans les rues de Lab. Oui. Le nombre de personnes qui le supplient, littéralement le supplient d'arrêter déjà, et il n'écoute pas. Donc, comme il a décidé d'aller jusqu'au bout avec ça, et comme le ministre israélien de la Défense a récemment déclaré que Naïm Kassim est maintenant sur leur liste de cibles, s'il vous plaît, Israël, exaucez son souhait. Oui, c'est un vrai salaud. Tu as raison, il n'a aucune prestance, je veux dire, mais il a eu le poste, ce qui veut dire qu'il est sur la liste des cibles et c'est effectivement un salaud. Merci beaucoup. Maintenant, je change un peu de tactique. La semaine dernière, j'ai fait Keir Starmer et Emmanuel Macron sont mes salauds pour être des lâches et des faibles et j'ai reçu des centaines de messages sur mes réseaux sociaux de bons Espagnols qui me disaient « Pourquoi tu n'ajoutes pas? Pourquoi n'as-tu pas ajouté Pedro Sánchez à cette liste ?» Et j'ai répondu, j'ai dit « Parce que Pedro Sánchez, le Premier ministre de l'Espagne, mérite son propre salaud. Je ne voulais pas le mettre dans le même sac que les deux mauviettes. »
Je voulais lui donner sa propre mise en lumière parce que, honnêtement, il n'y a rien de pire que Pedro Sanchez. En Europe, il est l'agent de la Chine. Il est l'agent du Venezuela. Vous savez, avant que Maduro ne soit arrêté, ça a été un coup dur pour Pedro Sanchez. Il fait partie de cette cabale socialiste internationale qui s'allie essentiellement avec les pires auteurs de violations des droits de l'homme dans le monde et pourtant il a le culot, l'audace de se prétendre anti-guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine et demie? Qu'il a essentiellement déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas utiliser les bases espagnoles, ni pour l'offensive, ni pour la défense, ni pour quoi que ce soit d'autre maintenant. Il a également dit qu'il devrait continuer à essayer de négocier un dialogue, même s'il sait à quel point le régime islamique est toxique et malgré tous les massacres que le régime islamique a commis contre son propre peuple, cela ne l'a poussé qu'à faire un seul tweet pour exprimer son inquiétude pour le peuple iranien. C'est tout ce qui l'intéressait. Mais bien sûr, puisque Trump et Israël ont essayé d'éliminer la principale menace pour l'humanité, tout ce qu'il a fait, c'est critiquer Israël et les États-Unis. Et il a fait de grandes déclarations affirmant qu'il est contre la guerre. Et il ne leur permet pas d'utiliser ces bases maintenant. J'adore la façon dont Trump a dit « Écoutez, si on voulait utiliser vos bases, on les utiliserait tout simplement. » Deuxièmement, l'Espagne fait partie de l'OTAN. N'oublions pas, l'Espagne fait partie de l'OTAN. Ils ne paient pas leurs cotisations. Ils n'ont pas payé l'augmentation de leurs cotisations que Trump a exigé. Et en fait, c'est là que réside l'hypocrisie. Ils veulent bénéficier de la protection des États-Unis au sein de l'OTAN, mais en même temps, ils veulent s'allier avec les pires dictatures du monde. Et si vous n'avez pas encore assez de preuves de la crapulerie de Pedro Sánchez, la République islamique d'Iran l'a félicité. Il lui envoie une note de remerciement pour avoir pris position du bon côté de l'histoire. Et tout cela, s'il vous plaît, n'oublions pas, est enveloppé dans le fait qu'il est entouré d'accusations de corruption. Sa femme a été inculpée, son frère a été inculpé pour avoir occupé un emploi fictif. Que Pedro Sánchez l'a eu et que le peuple espagnol en a assez. Il est au pouvoir depuis 8 ans et il n'a pas eu de budget depuis 3 ans, contre la Constitution et contre le peuple. Il ne peut faire un discours nulle part parce qu'il se fait huer partout. Les braves gens d'Espagne comprennent à quel point c'est un dirigeant corrompu et horrible. Et le meilleur, c'est que Trump a ensuite menacé de couper les liens commerciaux avec l'Espagne. Et le lendemain, il est sorti en défiant, disant qu'il s'en fichait. Et son petit ministre des Affaires étrangères s'est faufilé à la Maison-Blanche pour essayer d'éteindre ce feu. Alors, Pedro Sánchez, tu as été le salaud le plus fréquent pour moi. Je crois que c'est la 4e fois. Tu es un hypocrite, tu es corrompu et tu es antisémite. Tu es un hypocrite, tu es antisémite et tu es corrompu et les gens d'Espagne en ont vraiment marre de toi, Pedro Sánchez. Pour la 4e fois, c'est un record. Tu es mon salaud de la semaine. As-tu vu les Iraniens aller à l'ambassade d'Israël en Espagne et jeter des fleurs? C'est génial. Après sa sortie, ils ont dit ne pas y croire ni le ressentir, lançant des fleurs. Les gardes ont demandé pourquoi. Ils ont répondu vouloir remercier les Israéliens avec des fleurs. Ils criaient contre lui et aussi Un message est également sorti au Parlement européen espagnol. Et en fait, ils l'ont réprimandé publiquement et ont dit « Pourquoi soutenez-vous les gens qui tuent mon peuple? Comment osez-vous » Donc oui, enfin, vous voyez, mais le fait est que les Espagnols le détestent, c'est ça, ils ne le supportent vraiment pas. Il y a une toute petite minorité de personnes qui le soutiennent encore, vraiment très peu, parce que je reçois tout le temps des messages d'Espagnols qui disent qu'ils en ont assez. S'il te plaît, fais de lui ton salaud de la semaine, alors je m'exécute. Nous devons purifier Nous-mêmes, avec un peu de positivité, afin que nous puissions vraiment tenir bon. Encore une semaine d'attaque du régime islamique iranien contre notre pays et de course vers les abris, alors nous avons besoin d'apporter des ondes positives. Et nous passons à nos héros de la semaine. Shoshala, qui est ton héros cette semaine? oh mes héroïnes, ce sont les femmes pilotes, navigatrices,
personnel de soutien, au moins 30 dans l'armée de l'air israélienne, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus dans l'armée de l'air américaine. Ces vidéos sont comme si les vidéos folles et négatives sont déprimantes. Ces vidéos sont pour moi l'opposé de la kryptonite. Peu importe ce que c'est, j'adore ça, je l'inhale. C'est comme si on me l'injectait dans les veines. Ces femmes, j'adore ça. L'idée que des femmes américaines et israéliennes interviennent et renversent le régime iranien, le régime islamique, c'est le summum pour moi et j'adore ça. Et je me dis juste, est-ce que vous pouvez me prendre au passage? Je veux juste y aller, emmenez-moi, je veux y aller. Je sais que ça semble enfantin, mais j'adore ça. Ces femmes sont mes héroïnes. Elles accomplissent le travail difficile. Éjectées d'avions que l'armée koweïtienne, l'armée du Koweït, a abattu 3. Et la femme est juste là, genre, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'ai? Ça me transmet beaucoup d'ondes positives. À chaque survol, je me demande s'il y a une femme parmi eux, comme si elle réalisait son rêve de pilote. Sauver de nombreuses femmes et filles d'une situation horrible. Un régime horrible et de libérer les femmes d'Iran. Et vraiment, je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est vraiment comme de l'oxygène pour nous en ce moment. C'est merveilleux à voir. J'aimerais qu'ils aillent un peu plus loin et qu'ils interviennent pour éliminer les talibans, mais je sais que nous ne pouvons pas faire ça. Peut-être la prochaine fois, peut-être la suivante, peut-être encore après. Et tous vos héros ou héroïnes. Donc mes héros, héroïnes. Cette semaine, c'est l'équipe nationale féminine de football iranienne. Elles sont actuellement en Australie en compétition et elles ont, en signe de protestation, refusé de chanter l'hymne national lors de la cérémonie d'ouverture du match auquel elles participent, du tournoi auquel elles participent. Et la République islamique a immédiatement réagi en les menaçant. Il y a eu des appels à les traiter comme ils traitent les collaborateurs, les ennemis et les sionistes, et tous ces termes qu'ils aiment utiliser. Lorsqu'ils retourneront en Iran, donc il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes pour leur sécurité. Moi-même, je suis inquiète en voyant ce que fait la République islamique en réponse. Lors du deuxième match, ils ont en quelque sorte chanté l'hymne national au début du match. Mais le mal était déjà fait et il y a beaucoup de discussions et d'inquiétudes quant au fait que leurs familles seront également persécutées. Maintenant, c'est l'une des choses que la République islamique a toujours utilisée pour faire pression sur les athlètes et les personnalités publiques qui ont la possibilité de voyager à l'étranger. Mais en ce moment, il y a une sorte de crise en Australie parce qu'il y a littéralement eu des manifestations devant ces événements, ces matchs de football. Des Iraniens suppliaient ces filles de faire défection et de rester en Australie, sachant leur vie en danger. Bien sûr, elles le savent aussi. Elles ont été surveillées de près par les responsables du régime qui accompagnent ces athlètes à l'étranger. Elles n'ont probablement même aucun moyen physique de faire défection, même si c'est ce qu'elles voulaient. Mais c'est la situation en ce moment. Elles sont actuellement toujours, à l'heure qu'il est, à l'intérieur de leur hôtel et on leur a dit qu'elles étaient confinées. Au lieu d'intervenir ou de publier un communiqué ou quoi que ce soit de ce genre, le gouvernement australien, n'a rien fait, n'a pas déclaré qu'il offrirait à ses filles une quelconque protection. Et quand l'un des bus est parti à la fin du match, une vidéo est apparue hier soir montrant certaines des joueuses. Elles faisaient des signes d'appel à l'aide en langue des signes aux manifestants qui étaient maintenant à l'extérieur. Les manifestants ont en fait essayé d'arrêter ce bus physiquement, puis la police australienne est intervenue et a forcé tous les manifestants à partir pour que le bus puisse s'en aller. Avec ces filles, c'est vraiment une scène écœurante à regarder. Elles sont clairement en danger. Nous parlons d'un régime psychotique qui est sur le point de tomber. Nous savons que ces filles vont être persécutées d'une manière ou d'une autre, ainsi que leurs familles. Je veux dire, le gouvernement australien doit agir et faire quelque chose maintenant parce que cela pourrait devenir énorme. Donc, ce sont mes héroïnes pour leur courage malgré toutes les difficultés, mais c'est aussi vraiment un appel à l'action. Les gens doivent exercer une pression. Actuellement, il s'agit de l'Australie et d'autres pays. Certains disaient « amenez-les tous au Canada, peu importe, amenez toute l'équipe, laissez-les faire défection ». Leurs vies sont sûrement en danger. C'est sûr, leurs vies sont en danger et c'est vraiment dégoûtant que les Australiens n'essaient pas, que le gouvernement australien n'essaie pas d'en faire plus. À qui diable essaie-t-il de plaire? Comment est-ce défendable? Je ne sais pas. C'est pour cela que vous existez. Vous êtes une société censée être démocratique et libre.
C'est la raison pour laquelle vous existez, offrir un refuge, non pas aux migrants économiques, mais à ce type de personnes qui sont persécutées. Leur vie est en danger s'ils retournent dans leur pays. Que faites-vous? Vous n'êtes même pas capable de faire cela. Quelle est votre valeur? C'est honteux, mais ce sont des héroïnes et il y a une sorte de signe international d'appel à l'aide, n'est-ce pas, pour les femmes? Elles faisaient cela. Voir ce bus m'a brisé le cœur et retourné l'estomac. J'aimerais qu'on leur accorde l'immunité pour qu'elles puissent venir. Mais comme tu le dis, Émilie, il y a aussi leur famille. Que vont-elles faire de celles restées là-bas? Voilà le danger. Oh mon Dieu, protège-les. Que Dieu leur accorde protection et donne aux gens la clarté pour agir correctement. Rowan, qui est ton héros cette semaine? Mon héros cette semaine s'appelle Samouj Maïl. Il est le chef du parti Kataï au Liban. Il y a quelques jours, ils ont organisé une conférence à l'hôtel Le Gré à Beyrouth pour discuter des avantages et des inconvénients de la normalisation avec Israël. C'est la première fois qu'on parle d'un sujet tabou. Depuis 60 ans, personne n'aurait osé discuter de paix avec Israël. Mais maintenant, c'est le moment. Et si tous les Libanais avaient le courage de Sami Ismail, nous nous serions débarrassés du Hezbollah depuis longtemps. Gardez à l'esprit que son oncle Gachir Mahil a été assassiné dans les années 80 et qu'il est l'un des très rares Libanais à avoir parlé directement aux Israéliens, à les avoir reçus à Beyrouth. Maintenant, ce n'est plus un secret. Et bien que chaque voix importante au Liban ait été assassinée il n'y a pas si longtemps, après l'assassinat de Hassan Nasrallah, beaucoup de gens au Liban s'expriment. Ce qui a été fait est sans précédent. Ils n'ont pas décidé d'aller vers la paix avec Israël. Mais le simple fait, créer une plateforme à laquelle assistent des politiciens, des journalistes, des décideurs politiques, discuter des avantages et des inconvénients et critiquer le Hezbollah est un événement énorme, vraiment énorme. Et il y a quelques jours, il a appelé le gouvernement libanais et l'armée libanaise à arrêter tous les membres du Hezbollah, à arrêter Naïm Qassem, à arrêter le secrétaire général, à les forcer à se désarmer. Ils ne le feront pas volontairement. Il a également appelé le gouvernement libanais à rompre tous les liens diplomatiques avec les Iraniens et à expulser leurs diplomates. Et il les a explicitement qualifiés d'agents collaborant avec les gardiens de la Révolution ou d'agents des gardiens de la Révolution qui ont été blessés lors de l'opération Pagé. Nous avons des preuves, nous ne leur pardonnerons pas. Souvenez-vous de l'énorme explosion au port de Beyrouth. Oui. Ils ont déjà causé assez de dégâts et j'admire vraiment sa position et qu'il puisse s'inspirer de plus en plus de Libanais. Sami Maril, tu es mon héros cette semaine. Amen, absolument. Ce sont des héros quand ils vont à contre-courant et mettent leur vie en danger pour faire ce qu'il faut pour leur pays et leur peuple. Merveilleux. Nous espérons qu'il réussira et qu'il deviendra peut-être un dirigeant gouvernemental. C'est ce type de leader dont nous avons besoin pour créer une nouvelle région. Donc, je change un peu de tactique. Mon héros cette semaine est un Espagnol qui reste en Espagne, qui s'appelle Aldo Comas. Pourquoi est-il mon héros? Alors, lui, en Espagne, il y a ses prix, vous savez, des récompenses pour le cinéma, la télévision, l'art, comme on en voit à Hollywood toutes les 2 semaines. En Espagne, ce sont les prix Goya. Et donc, tout le monde se présente à cette cérémonie des prix Goya. Tout le monde porte ses petits, vous savez, pastèques, zombies, Free Palestine. Et il est arrêté et interrogé à l'entrée de la cérémonie. Alors, qu'en pensez-vous? Vous savez, que pensez-vous de ce qui se passe? Et il dit, ce qui me surprend vraiment, c'est que personne ne dit un mot sur les 50 000, 30 000 Iraniens innocents qui ont été tués par le régime. Pourquoi personne ne parle du fait que plus d'Iraniens innocents ont été tués que pendant toute la guerre de Gaza? Et il continue à nous donner ces petites pastèques à porter. Pourquoi personne ne parle de ça? Je n'ai entendu personne parler des 50 000 morts qu'il y a eu en Iran au cours des 2 derniers mois. Personne n'en parle. Il y a plein de pain pour tout, mais pour ça, je ne sais pas. Peut-être devrions-nous aussi mettre fin au régime théocratique qui tue leur population.
Je ne connais pas ce type, Aldo, d'accord, dont je ne savais même pas qu'il existait, mais il a fait quoi? Aucun artiste dans aucun pays, nulle part dans le monde, tout Hollywood. Pensez aux Grammy Awards, aux Emmy Awards, aux Critics' Choice Awards et à toutes ces récompenses qui ont eu lieu ces dernières semaines. Et personne n'a dit un mot sur l'Iran. Pas une seule personne. Et ce type en Espagne se rend à ces cérémonies de remise de prix remplies de ces idiots éveillés comme des zombies. Et il y va et dit « Pourquoi personne ne parle de l'Iran ?» Le lendemain, quand il a reçu, tu peux imaginer combien de messages de haine il a reçus. Il a également reçu de nombreux messages de remerciements d'Iraniens. Il disait « Merci d'être la seule personne dans tout ce milieu à travers le monde qui parle de notre situation. » Et ensuite, il a continué et a insisté. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que toute l'industrie est organisée autour du mouvement Free Palestine. On nous donne et on nous impose ces petits badges, que nous les voulions ou non, avec la pastèque. Et j'en ai assez parce que c'est de l'hypocrisie. Et donc, pour avoir pris la parole, pour être la seule personne dans ce genre, dans le monde entier, dans tous ces spectacles où les gens se donnent des récompenses, la seule personne qui parle du sort des Iraniens innocents, c'est lui, Aldo Comas. Donc pour moi, c'est mon héros de la semaine. C'est un grand héros. Vraiment? Non, c'est juste incroyable. Et le lendemain, il a redoublé d'efforts. Il n'a pas essayé de s'en sortir. Il dit « Je ne supporte plus cette pastèque. On nous la met sous le nez », a-t-il dit. C'est incroyable. Bref, Dieu merci, pour autant de salauds, il y a autant de héros. Et nous continuerons à prier pour la fin du mal dans la région et dans le monde entier. Le monde est mis à l'épreuve en ce moment, tout comme il l'a été dans les années 1930 avec le régime nazi. La République islamique d'Iran et tous ses alliés, ils reçoivent moins, comme l'a dit Rohan. Ce sont les nazis de notre époque. Voyons où chacun va se positionner. Et nous prions pour la libération des innocents en Iran et dans toute la région. Et nous espérons vous revoir la semaine prochaine. Prenez soin de vous, tout le monde.